Coucou les copains, cette semaine on va parler d'une licence que peu d'entre vous connaissent vraiment. Un univers pourtant vachement sympa, mais que la plupart d'entre vous connaissent principalement pour les produits dérivés ou les blagues un petit peu grasses. Cette semaine on va parler de Musclor, ou He-Man, selon où vous vivez, mais moi je suis français, alors ce sera Musclor. Et stop! Un tout petit peu de contextualisation s'il vous plaît. Comme beaucoup le savent déjà, Musclor est une série tirée d'une licence de jouets. C'est pas excessivement le sujet chez moi, mais ça peut être nécessaire de revenir là-dessus en cours de route. Pour faire court, le marché des jouets à l'époque était formaté par Big Jim, G.I. Joe et consorts. Tout va bien jusque-là, sauf qu'à la fin des années 70, Star Wars arrive comme la misère sur le pauvre monde et permet à Kenner, l'éditeur des fameuses petites figurines dérivées, de tout anéantir sur son passage. Devant ça, les concurrents, dont le géant Mattel, n'ont d'autre choix que d'innover. C'est une histoire qui est passionnante, mais c'est pas tout à fait le sujet chez moi. Si ça vous intéresse, il y a de très bons documentaires sur Netflix. Bref, c'est dans ce contexte de compétitivité forcée chez un Mattel dos au mur que naît Musclor quelques années plus tard. Des jouets dans un premier temps, accompagnés de comics. Rien qui ne puisse concurrencer frontalement Star Wars, vous vous dites. Et vous avez parfaitement raison. Mais là, miracle extrêmement commode, la loi américaine se voit éditer et il est désormais possible de produire et diffuser des dessins animés tirés de licences de jouets. Le premier à s'engouffrer là-dedans, c'est Musclor. Dans cette vidéo, on mettra She-Ra de côté, c'est une autre licence, c'est pas Musclor. Ça nous laisse quand même 3 séries animées. Et ça, mine de rien, c'est déjà beaucoup plus mon truc. J'espère que vous êtes prêts. Ce que vous voyez actuellement, c'est la fameuse première série Musclor, qui a fédéré toute une communauté de fanatiques sur laquelle on fait des documentaires de nos jours. Elle est arrivée dans l'histoire de la télé américaine en 1983, une période charnière qui voit la naissance de la révolution conservatrice de Reagan, et ça se ressent à la télé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les grands fabricants de jouets et jeux pouvaient, à partir de là, produire du programme animé dérivé de leur licence. C'est la naissance de quelques dessins animés, comme Mon Petit Poney ou Pac-Man, un super générique en français. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est les Pac-Man. Chanté par nul autre que William Lémergie, qu'on connaît aussi pour l'émission Télématin. Moporg. Ah, le monde est petit. Pour ce qui est de la production, c'est au studio Filmation que ça a été confié. C'est un studio d'animation relativement emblématique de cette époque, que vous connaissez sans doute déjà pour des dessins animés tirés de licences de DC Comics, comme Superman ou Aquaman, qui sont incroyables aussi. Nous allons nous peindre en bleu et puis nous allons grimper sur la montagne. Malgré l'assouplissement des règles dont je parlais tout à l'heure, retranscrire les mini-comics directement en animation n'aurait pas été possible. Jamais les censeurs n'auraient laissé passer ça. On parle quand même d'une époque où un personnage pouvait pas, ne serait-ce que faire une grimace à un autre sans être censuré. Et pour donner vie aux jouets sur le petit écran, il s'en est fallu d'un homme à qui Musclor doit presque plus qu'à Mattel. Lou Scheimer. Il était producteur exécutif sur la série, en plus d'avoir été un des fondateurs de Filmation, et c'est à lui qu'on doit ce passage de cet univers très sombre à sa version tout public. C'est à lui et son équipe qu'on doit le personnage d'Orko, qu'il doublait au passage, et surtout plus ou moins toute la diégèse de Musclor en fait. C'est aussi et surtout aux auteurs de la série, comme Wise ou Straczynski, qu'on doit tout cet univers étendu qu'on a appris à aimer. Musclor était désormais sur les rails et prêt à taper Skeletor pour les quelques 130 épisodes qu'a pu compter la série. Alors, l'animation que vous voyez depuis tout à l'heure peut peut-être vous faire sourire. Et ne vous en faites pas, je comprends tout à fait. C'est très moche, c'est minimal. Et c'est pas simplement très moche, c'est le témoin d'une époque. C'est de l'animation à la Filmation, réduite au strict minimum. Des plans fixes et des celluloïdes sur quelques frames, mais pas beaucoup plus que ça. J'aimerais sincèrement, du fond du cœur, apporter un commentaire plus complet. Mais vraiment, y a pas grand chose à en dire. À la limite, on pourrait parler de la rotoscopie, utilisée pour quelques scènes d'action, qui permet de camoufler la misère comme on peut, et qui, mise à côté de ces longs plans fixes, crée un tout un petit peu incohérent. Mais on pourra pas aller beaucoup plus loin que ça. Je suis désolé. Maintenant, si vous me demandiez de vous recommander quelques épisodes de cette série, c'est tout naturellement que je vous répondrais ceux écrits par Paul Dini. C'est quelqu'un que vous connaissez plutôt pour son rôle dans l'écriture du Batman de 92. Même si pour lui Musclor n'était qu'une pub déguisée, ça ne l'a pas empêché d'écrire l'épisode 29, Prince Adam No More, qui aborde la question de l'amour parental avec une certaine élégance, rarissime pour l'époque. Je le dis souvent pour rigoler à propos d'absolument tout et n'importe quoi, mais ça aurait pu, et ça aurait dû s'arrêter là, avant de complètement mal tourner, comme dans le film dont je parlerai pas, mais aussi comme dans la série qui a suivi. Avance rapide de quelques années vers un échec retentissant. Si le début des années 80 avait été une période faste et furieuse pour les héros d'Eternia, la fin des années 80 c'était la descente aux enfers. Comme toutes les modes, la licence Musclor a commencé à se tasser, jusqu'à complètement disparaître à la fin des années 80. Mais ça, c'était pas sans compter sur les marketeurs de Mattel.
bien décidé à relancer la machine, quitte à en trahir complètement toutes les valeurs. He-Man, le héros du futur de 1990, c'est sans doute la chose qui divise le plus la communauté des fans. Ceux qui ont grandi avec la première série ont tendance à la conchier pour les libertés prises avec l'univers, et sans être spécialement radical, on les comprend bien. Cette série perd au passage beaucoup de ce qui avait fait le charme de la licence pour devenir parfaitement lisse. La fantaisie est rangée au placard pour le thème du futur de l'espace, sur fond de morale vaguement écolo, et je n'ose vous parler de Skeletor, ça me rend beaucoup trop triste. J'ai créé un hashtag pour lui. Disparition du studio Filmation un peu avant oblige, cette fois-ci c'est à Dick qui est confié le projet. Dick, entreprise française de production de dessins animés à la base, entreprise que vous connaissez aussi déjà pour des Ulysse 31, Pole Position, Inspecteur Gadget et j'en passe. Entreprise qui était plus tellement française dans les années 90 à vrai dire. Les années 80 avaient été fort lucratives et des filiales avaient été construites au Japon et aux États-Unis. Et puis en 1987, Chalopin avait de toute façon tout revendu et cédé sa place à Andy Hayward pour se consacrer entièrement à la production. Bref, vous avez saisi, à l'époque, Dick est une entreprise principalement américaine. Mais ça, bon, c'est pas très grave, ça leur a pas empêché de conserver le même mode de production qu'avant. Les plus observateurs d'entre vous auront déjà pu flairer l'odeur du Japon dans ce dessin animé. Et là, je vous avoue que ça a été un bordel considérable pour tout comprendre. Filmation avait coulé un petit peu avant et le projet était passé à Dick, qui avait été assisté par Jetlag, un autre studio qui lui-même était spécialisé dans la sous-traitance en Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud. Le résultat qu'on obtient à la fin, c'est une production relativement bas du front, comme on a pu en côtoyer des tas. Il y a bien entendu de bonnes choses à prendre par-ci par-là, c'est mathématiquement impossible de tout foirer, mais c'est comme le reboot de G.I. Joe de la même année, passable au mieux. Qui plus est, la série était de toute façon sortie au mauvais moment. Elle a été diffusée sur la même chaîne de télé qui avait vu la diffusion du premier Musclor presque 10 ans auparavant, sauf que les mœurs avaient évolué entre temps. La mode de début 90 à la télé, c'était la comédie, il y avait plus de place pour les hommes musclés. J'aimerais sincèrement pouvoir vous recommander quelques épisodes, quelques trucs, mais la série se démarque jamais spécialement. On retrouve le même Jack Olesker à l'écriture de la plupart des épisodes, et le même Kazuo Terada à la réalisation aussi. Si je devais vous conseiller un jour du Terada, ce serait beaucoup plus pour Gargoyles que Musclor. Vous comprendrez alors avec une certaine facilité pourquoi cette tentative de reboot a été un échec total. La chaîne l'a vite mise au placard, et puis même de toute façon le public s'y est pas trompé non plus. Cette nouvelle ligne de jouets a été un échec, et la licence elle-même est complètement tombée dans l'oubli, jusqu'au début des années 2000. Dernière avance rapide de la vidéo, une décennie s'était écoulée depuis l'échec de He-Man, héros du futur, et ceux qui étaient des enfants devant la première série sont maintenant des adultes poursuivant eux-mêmes leurs rêves. Une fois de plus, Mattel sort He-Man de sa retraite, et le confie cette fois-ci à Mike Young Productions, qu'on connaissait déjà pour le reboot de Voltron de 98, difficilement regardable aujourd'hui. Bref, le vice est tellement poussé à l'extrême que Mattel fait carrément revenir des vétérans de la première série à l'écriture, comme Michael Halperin, à qui on devait la bible de la première série. Ça paraît anecdotique, mais c'est vachement cool en vrai. Évolution du marché oblige, le dessin animé est cette fois-ci prévu pour Cartoon Network, pour une diffusion en fin d'après-midi, et ça a changé pas mal de choses. La série abandonne complètement son statut de succession de standalone en 65 épisodes pour passer à une scénarisation beaucoup plus posée. Tout est là et plus encore, on a devant nous ce qui est sans doute la meilleure série Musclor tout court. En termes d'animation pure, la série assume très clairement son influence japonaise, sans pour autant faire appel à des réals japonais. C'est pas dramatique du tout, mais c'est quand même un petit peu dommage à mes yeux. Musclor 2002 était diffusé pendant Toonami, le bloc animé japonais de Cartoon Network, et ça a très clairement joué sur la manière de le concevoir. Il suffit de jeter un œil au chara-design pour s'en rendre compte. On a en face de nous une relecture plus qu'intéressante du mythe, et j'avoue que j'aurais rêvé de voir quelqu'un comme Yoshiaki Kawajiri sur la série. Mais enfin ça concerne que moi, c'est du chipotage. En vrai, la réalisation de la série, elle est très solide, et surtout très constante. Ça a des avantages d'avoir le même réal sur tous les épisodes. Maintenant, si je ne devais vous recommander que quelques épisodes à regarder comme ça au pif, ce serait les 25, 26 et 27e. Tout simplement parce que c'est jamais qu'une version très moderne de ce qu'on pourrait attendre de la lutte de Musclor contre Skeletor. Les enjeux sont crédibles, l'action prend comme jamais auparavant, et pour la première fois, on a une narration qui tient debout. Maintenant, ça fait quelque chose comme 17 ans que c'est sorti, cette série. Mais ça veut pas dire que la licence est morte. Apparemment, un film Musclor va sortir cette année. Pareil, devant le succès rencontré par le reboot de She-Ra sur Netflix, je vous avoue que je pense qu'on n'est jamais très loin d'un retour à Eternia. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, ça m'aide énormément.
Et si vous voulez une source documentaire ou un artbook, sachez que c'est possible et que ça existe. J'en ai utilisé 2 pour cette vidéo. Le premier que vous voyez est un guide des épisodes de la première série, mais aussi de She-Ra, dont je parlerai une autre fois. C'est un énorme pavé qui répertorie tout ce que vous voudriez savoir sur un petit peu plus de 200 épisodes, du pitch jusqu'à l'animation. Le deuxième bouquin que vous voyez maintenant est quant à lui un artbook qui parle un petit peu plus dans le détail des jouets et de tout le processus créatif derrière la licence. C'est 2 ouvrages vachement lourds et assez qualitatifs qui se complètent vachement bien, et je vous avoue que je ne pense pas qu'on puisse faire mieux. Vous trouverez des liens affiliés en description si ça vous intéresse. Moi, en attendant, je vous dis bisous tout doux.